Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission d'Instant Court un peu particulière. C'est la seule émission cette année que nous avons souhaité vous proposer, une émission qui parle de cinéma, qui parle de court-métrage, et une émission qui, comme d'habitude, met à l'honneur pendant toute la semaine avec des capsules, avec des découvertes, des chroniques, ce foisonnement d'idées, ce foisonnement de projets qu'on trouve à Clermont-Ferrand autour du court-métrage. Ce soir, on vous présente en exclusivité, puisque personne ne l'a vu, c'est un secret, le teaser de cette édition 2025 du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ouais, ça me dit bien, ouais. Ouais, grave partante. Cool. Et pour cette interview de ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir sur le plateau d'Instant Court Julie Bizet, co-déléguée générale du festival Que du Feu. Salut Julie. Bonsoir. Et puis Pierre Triolier, qui est un ancien de Que du Feu dans l'organisation et dans la direction. Aujourd'hui, tu travailles au Pôle Pixel. C'est ça, je suis chargé d'accompagnement des entreprises au Pôle Pixel. Et merci d'avoir répondu à notre invitation tous les deux. Alors, on voulait avoir une discussion sur l'économie du cinéma, on voulait parler un peu de structure, parce que c'est vrai, quand on regarde les courts-métrages, on voit pas le travail qu'il y a derrière, le travail des professionnels, de la filière, en fait, qui est une filière, et peut-être que vous aurez l'occasion d'y revenir tous les deux. Et on a de la chance en France, qui est particulièrement développée, qui permet de produire autant de cinéma. On parlera peut-être un peu chiffre tout à l'heure, on va pas faire le concours de celui qui produit le plus, mais on peut quand même le dire, la France est un grand pays de cinéma qui rivalise avec les États-Unis qui pourtant ont des moyens bien plus importants. C'est lié à plein de paramètres qu'on va peut-être évoquer. J'aimerais bien qu'on parle de chronologie du cinéma notamment.
chronologie des médias pour être exact. Et j'aimerais qu'on discute voilà, de tout ce qui va participer à cet écosystème vertueux, dont le festival du court-métrage à Clermont-Ferrand est complètement partie prenante, puisqu'il est, et vous en parlerez sans doute mieux que moi, indispensable pour défendre cette création émergente qui passe souvent d'abord par du court-métrage avant d'aller vers le long-métrage. Donc peut-être pour introduire cette discussion, chacune, présentez vos missions et ce que vous faites à travers votre structure. Peut-être Julie, tu peux commencer avec Que du Feu. Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est Que du Feu et peut-être l'association LIF aussi qui va avec. L'association LIF, c'est l'association qui porte le festival Que du Feu, donc qui a été créée il y a maintenant 10 ans. Donc cette année, c'est l'anniversaire, les 10 ans du festival. Et du coup, le festival Que du Feu, c'est un festival qui est dédié au court-métrage émergent à Lyon. Qui met en avant les premiers films, les premières productions, que ce soit autoproduits ou les premières productions professionnelles, mais aussi avec toute une filière, un côté pour les films d'école qui sont mis en avant. Donc voilà. Et moi, du coup, je suis co-déléguée depuis l'année dernière et cette année, future déléguée générale du festival. Donc voilà, c'est ma 4e année maintenant dans ce festival. Et j'ai été, on va dire, mentorisée. Je sais pas si ça se dit. Mon mentor a été Pierre. Mentorée, peut-être, c'est mieux par Pierre. Et voilà. Et d'autant, on peut le préciser, il y a eu un long cheminement pour Que du Feu qui avant s'appelait Festival du film jeune de Lyon. Ouais. Et que vous avez repositionné clairement sur l'émergence et pas seulement sur la jeunesse. Exactement. Le nom a changé, ça fait 2 ans qu'on s'appelle Que du Feu. En effet, avant, on était positionné un petit peu plus sur cette notion de jeunesse, mais qui finalement ne correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait porter, parce que l'émergence, finalement, pour nous, c'était pas forcément une question d'âge ou en effet, de jeunesse, comme on l'a dit, mais plutôt cette notion de premier projet, de première création. Alors évidemment, ça peut passer par des projets scolaires, mais pas seulement. Donc ça, c'était important en effet de le rediriger parce qu'on pouvait un petit peu, disons, créer je sais pas comment dire, mais il y avait une ambiguïté, voilà, c'est le mot, une ambiguïté là-dessus entre ce que pouvait être du contenu jeune public ou alors cette notion de jeunesse. Donc voilà. Et d'autant qu'on a le droit d'être émergent et d'avoir 80 ans. Tout à fait. Bon, c'est peut-être pas courant, mais on a le droit. C'est pas courant, mais film, c'est cette notion de premier film surtout qui est importante. Donc qui est moins discriminant finalement comme paramètre. Plus inclusif. Pierre, toi de ton côté, alors tu as bien cheminé aussi dans l'industrie du cinéma, dans l'écosystème lyonnais on va dire. Oula, j'en perds mes fiches. Et tu as intégré le pôle Pixel il y a maintenant 5 ans. 5 ans, ouais. Ça fait un moment déjà. Ouais. Et le pôle Pixel, justement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va en parler plus en détail, mais c'est vraiment un élément très important dans l'écosystème du cinéma à Lyon et au-delà d'ailleurs. Ouais. Le pôle Pixel, en fait, c'est un parc d'activités de 30 000 m² et quelques qui est dédié entièrement à la filière audiovisuelle à Lyon. Enfin, plus précisément à Villeurbanne, du coup, en banlieue lyonnaise. Et c'est un parc, en fait, qui est construit autour de 3 grands studios de tournage, qui sont des plateaux de tournage qui ont initialement été construits pour la série Kaamelott, qu'on connaît tous. Et du coup, en fait, autour de ces studios, il faut s'imaginer différents bâtiments qui accueillent à la fois des bureaux plutôt classiques, mais aussi des équipements de post-prod image, de post-prod son, ainsi que des espaces de travail partagés, des ateliers de décor, des espaces de stockage. Et tout ça, ça crée une sorte d'écosystème, voilà, donc, qui s'appelle le pôle Pixel. Et moi, je suis salarié du coup de l'association Pôle Pixel, qui est l'association des résidents de cet espace-là, et qui a du coup des missions d'accompagnement, à la fois des professionnels résidents sur le site, mais aussi des professionnels à la fois installés, à la fois en devenir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui également a des missions plus de programmation sur le site, donc de rencontres pro, d'ateliers, etc. Et voilà, donc en fait c'est un peu un endroit où on connecte les différentes personnes et on essaie de créer des communautés, voilà, autour de la filière. C'est joliment résumé. Mais alors justement, on parle là on touche un sujet important qui sont les moyens. Et j'aimerais rentrer par cette porte-là parce qu'on est dans un moment important. Le vote du budget a eu lieu cette semaine. Voilà. Il y a un vrai sujet autour des moyens qui sont consacrés à la culture. On sait qu'en France, et on a de la chance, je le disais tout à l'heure, l'industrie du cinéma est relativement bien soutenue.
Ça fait partie des deux disciplines, on va dire, avec les musiques actuelles pour lesquelles on arrive à avoir des parcours, il y a des structures, il y a même des petites associations. Et Julie, tu es bien placée pour le voir parce qu'il y a des associations qui travaillent avec beaucoup de bénévoles qui participent pleinement de ces dynamiques. Pierre, peut-être nous parler un peu des moyens qui sont consacrés. Est-ce qu'il y a des craintes, vous de votre côté, que les budgets baissent, que les moyens diminuent et que finalement ça se répercute sur toute la chaîne du cinéma et du court-métrage? Alors, déjà, moi, je représente pas à proprement parler une corporation ou un syndicat, donc je peux pas avoir de parole pour dire s'il y a des craintes professionnelles ou pas. C'est sûr que le climat n'est pas forcément à l'espoir et à la bonne espérance, voilà, sur ce que va devenir demain le financement de la culture. Néanmoins, tu as raison de préciser que le cinéma, en tout cas, alors la musique actuelle, je connais moins, mais le cinéma est une filière qui n'est pas financée de la même manière que peut l'être, par exemple, le spectacle vivant ou d'autres filières. Donc, c'est pas... Enfin, en tout cas, le fonctionnement du CNC, donc le Centre national du cinéma, il repose principalement sur un système vertueux, comme tu en parlais, où du coup, ce qui fait que c'est une caisse relativement autonome et que c'est pas à proprement parler que de la subvention. Donc il y a déjà ça qui fait qu'il y a une gestion autonome qui permet de la séparer de l'État et donc de ne pas être lié au budget de l'État justement dont on parle. Néanmoins, on a vu récemment pas mal de coupes budgétaires dans les régions, dans les départements, et les régions et les départements concourent également, chacun à leur manière, à la création cinématographique avec des fonds d'aide qui sont des subventions et qui du coup, du jour au lendemain, mais ça c'est ce que peuvent décider les élus, enfin, du jour au lendemain, peuvent ne plus exister. Donc, en effet, ça c'est des craintes. Après, l'essentiel, enfin, de ce que moi j'en vois, et j'ai pas non plus un positionnement omniscient là-dessus, mais l'essentiel du financement, en tout cas d'un court-métrage ou du cinéma en France, ça va passer principalement par les diffuseurs. Et les diffuseurs, ça va être les chaînes de télé. On peut les citer, parce qu'il y en a quelques-unes des chaînes de télé qui sont parmi les plus gros financeurs du cinéma en France. Bien sûr, tu as Canal, évidemment Canal, France Télé, mais également Arte, ou alors d'autres chaînes télé qui vont être relativement récentes, qui vont être des plateformes de SVOD comme Netflix, Disney, Amazon, Tank, par exemple, pour citer une M6 plateforme aussi, M6 également, ouais. Mais du coup, en fait, quand ces diffuseurs-là, qui ont des sortes de contrats de réciprocité avec le CNC, en fait, eux permettent de garantir la diffusion d'un programme, c'est ce qui va du coup permettre à ce programme d'être financé. Et du coup, tant que cette demande-là existe du côté des diffuseurs, en principe, ça veut dire que ça continue quand même d'assurer un financement. Néanmoins, on sait pas ce qui peut se passer, mais... Peut-être juste parce que j'ai parlé en introduction de chronologie des médias. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est quand même important. Non, mais surtout que c'est au cœur de l'actualité parce que les plateformes qui sont arrivées finalement assez récemment en France de façon massive remettent en question très régulièrement ce principe de chronologie des médias. On pense à Disney+, qui essaye de revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler et en quoi c'est vertueux? Ouais. Du coup, comme je te le disais ce matin, j'ai fait un cours là-dessus il y a 1 mois et demi, donc c'est parfait. J'ai plus en tête les données, mais les durées. Mais en gros, le principe qu'il faut se dire, c'est que le financement du cinéma français, il est fait pour que ce soit justement un cercle vertueux et que du coup, tous les éléments de la chaîne de production et de distribution récupèrent à la fin en fait une part du gâteau, justement, de la plus-value qui a été faite par l'œuvre. Et en fait, pour garantir ça, l'idée c'est qu'on va s'appuyer sur une chronologie des médias qui va déterminer quand chaque diffuseur et sur quelle fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre, c'est-à-dire une durée de X mois à X mois, va pouvoir le diffuser et du coup gagner de l'argent dessus. Et le principe de la chronologie des médias, c'est qu'elle concerne du coup des films qui sortent en salle de cinéma. C'est-à-dire que les salles de cinéma, c'est le premier diffuseur. Et ensuite, une fois que vous avez la sortie en salle, il y a plusieurs délais qui changent selon le type de production que vous avez, mais qui vont être d'abord d'être diffusés sur une chaîne payante, puis ensuite sur une chaîne en clair, puis ensuite, pourquoi pas, sur une plateforme de SVOD, puis sur une plateforme de SVOD gratuite. Et tout ça, ça fait que ça fait toute une chaîne de production dans laquelle tout le monde, entre guillemets, a sa place. Le problème, justement, des plateformes qui est né... qui a eu une grosse visibilité en 2017 parce qu'il y avait 2 films Netflix qui avaient été sélectionnés à Cannes, justement. C'est que en fait, les plateformes, donc comme Netflix, Disney, Amazon, en fait, elles rassemblent en une seule entité plusieurs chaînons de la chaîne, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois productrices, diffuseurs et en même temps derrière exploitantes, etc. Et du coup, ça fait que pour une plateforme, il n'y a aucun intérêt à suivre la chronologie des médias parce que dans la chronologie des médias existante à l'époque, ça voulait dire qu'elles devaient sortir leur film en salle et ensuite attendre facile 2-3 ans avant de pouvoir le diffuser sur la plateforme.
la chronologie des médias, du coup, elle a été révisée avec, justement, en intégrant ces plateformes-là et en intégrant de leur part une contribution volontaire au cinéma français, qui est nettement moins importante que celle de Canal+ ou d'autres chaînes, mais qui est quand même intéressante et qui, en tout cas, essaie de les intégrer dans ce processus-là. Néanmoins, voilà, ça pose des questions parce que ça remet en cause, quelque part, l'équilibre de chaîne de production qui avait été trouvé. On peut le rapprocher ça d'un système d'ubérisation qu'on pourrait avoir sur justement les Uber vs les chauffeurs de taxi, c'est-à-dire vous avez un acteur très puissant qui fait beaucoup de plus-value avec très peu de coûts et qui du coup arrive et change le système par la force des choses, en fait, ce qu'on appelle la disruption, du coup, voilà. Mais en gros, c'est un peu ça qui s'est passé, et là il y a une entente qui essaie de se créer. Du point de vue, en tout cas, de ce que moi je vois au Pôle Pixel, les plateformes de SVOD, Amazon, Netflix, etc., sont quand même des gros demandeurs et des gros pourvoyeurs de production. En tout cas, jouent le jeu. En tout cas, on le voit en Auvergne-Rhône-Alpes, d'aller chercher des prods délégués, donc des prods délégués ou exécutives en Auvergne-Rhône-Alpes, et du coup de faire travailler des gens. Donc ça, d'autant qu'il y a un marché, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Et il y a un marché énorme. Et c'est bien de le dire. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été faites. Hein. Moi, je me rappelle encore il y a quelques années, Disney+, par exemple, il y avait des débats. Ils ne voulaient pas payer leur part, leur juste contribution. Il y a aussi eu une amélioration de la loi, entre guillemets, qui a obligé ces plateformes à payer leur juste part en vertu de tout ce système, parce que, on le rappelle, les plateformes aujourd'hui ont l'obligation aussi d'investir dans la production cinématographique, enfin la création cinématographique française et européenne. Hein, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est la contrepartie qui est aussi sur les chaînes télé historiquement, voilà. C'est-à-dire de financer des films français. Ce qui veut dire concrètement que quand vous allez acheter une place de cinéma dans un cinéma, en fait, il y a une part de la place qui remonte au CNC et qui va financer de la production française. Ce qui, du coup, embête les films étrangers, quoi. Typiquement les films américains, parce que aller voir un Marvel, si vous payez votre place, à un moment donné, vous financez un futur film français. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, on a parlé un peu de tous ces aspects-là. Moi, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'écosystème du cinéma, vraiment le début de l'écosystème, ceux qui sont, j'allais dire, le premier maillon de la chaîne. Peut-être, Julie, nous dire comment, pour vous, quels seraient, enfin, vous deux, hein, je dis Julie, mais quels seraient vraiment les défis majeurs, on va dire, pour les jeunes réalisateurs, les jeunes réalisatrices, dans la structuration de leur parcours cinématographique, et en quoi vous, avec Que du Feu par exemple, vous participez avec des initiatives à les aider à intégrer ce réseau, à débuter un parcours qui va peut-être leur permettre effectivement d'aller plus loin avec ce projet de court-métrage. Comme tu l'as dit, en fait, il y a cette notion de réseau qui est, qui est vraiment indispensable. En effet, nous, dans une position comme le festival de Que du Feu, c'est une position qui est hyper intéressante parce que tu parlais de qui sont un peu les premiers maillons de cette chaîne, etc. Alors, bon, évidemment, on se positionne à la fin de cette chaîne parce qu'on est en position de diffuseur des projets. Mais justement, on participe à aussi ce début de cette chaîne parce que la clé un peu pour ces réalisateurs et ces réalisatrices, c'est ce réseau et ces rencontres qu'il faut un peu aller provoquer. Les festivals sont des lieux absolument idéaux pour ça, de rencontres, que ce soit par les marchés professionnels, les ateliers, enfin tout un tas de choses qui peuvent être proposées par les festivals. En fait, c'est là où on se positionne aussi, c'est dans ces notions de rencontres professionnelles qui sont indispensables quand on construit notre projet, que ce soit du scénario à la recherche de, de production, de diffusion, etc., de distributeurs. Donc nous, en tout cas, Que du Feu, on essaye de se positionner à cet endroit-là à notre humble niveau. Et qui est tout à fait indispensable. Exactement, et c'est ce qu'on vient faire aussi un peu ici d'ailleurs à Clermont, s'imbriquer aussi dans cette démarche que Clermont évidemment fait. Et en effet, ça passe par... nous, en tout cas, si je peux t'expliquer un peu nous ce qu'on fait. Bien sûr. Alors, évidemment, on a une programmation professionnelle qui est à destination de toutes ces équipes de films qu'on accueille, mais surtout, on a un dispositif, en fait, qui est basé sur ces fameuses relations auteur-producteur et auteurice-producteurice. Et où, alors, ça fait plusieurs années déjà qu'on a une compétition scénario qui existe. Et ça fait, on va dire, je crois, 2-3 ans qu'on a un dispositif qui est
d'autant plus en développement là-dessus parce que on met vraiment en place des rencontres entre auteurs et producteurs avec des speed dating. On développe vraiment toute une partie d'entraînement aussi au pitch avec des sociétés comme DPH Scénario, etc. Donc en fait, on essaye vraiment de se positionner là-dedans, de créer ces rencontres-là et aussi d'accompagner les réalisateurs et réalisatrices, que ce soit à l'écriture, au pitch, etc. Là, ce qu'on fait clairement, en fait, c'est dans cette continuité-là, c'est embarquer des talents avec nous et leur proposer cette visibilité-là grâce, en l'occurrence, là, au dispositif Talent Connection. Ouais, c'est pourquoi vous n'êtes pas seulement diffuseur en festival. C'est ça. C'est cette notion d'accompagnement qu'on essaye de développer petit à petit, alors qui n'est pas forcément facile à tenir encore sur la durée. Ça se fait par des petites choses comme là, se déplacer à Clermont, qui est quand même une fenêtre de visibilité, je pense, hyper intéressante. C'est pour ça qu'on s'y positionne depuis maintenant 4 ans. Je sais plus exactement, 4-5 ans. 2021 la première. Bon, voilà. 2022. Ouais, donc 4-5 ans, quoi. Ouais. Et c'est une fenêtre qui est hyper intéressante pour nos artistes émergents. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Oui, parce que là, Bilan des courses, vous emmenez des talents, et c'est ça aussi, il faut le dire, pour le festival de Clermont-Ferrand. C'est un festival qui est abordable pour les publics, c'est un festival sur lequel, on peut le dire aussi, ça compte dans les valeurs, c'est un vrai festival de cinéma, il n'y a pas de passe-droit, parce qu'on est accrédité, c'est un festival où les gens se rencontrent, et c'est un festival qui a quand même à cœur de soutenir l'émergence, même si c'est pas un terme qu'il emploie plus que ça. Alors, qui est un terme assez récent finalement dans le vocabulaire de la culture. Mais est-ce que vous vous retrouvez dans ces valeurs-là, tous les deux, avec vos métiers respectifs, et en quoi, peut-être, le festival de Clermont-Ferrand, il est vraiment incontournable pour structurer tout cet écosystème dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, on se retrouve totalement dans les valeurs de Clermont-Ferrand. Le mot émergence, en effet, il est assez récent, mais ce qui est sûr, c'est dans ce que tu disais sur l'accessibilité à la fois pour les publics, mais aussi pour les professionnels, parce que l'accréditation professionnelle est seulement à 55 €. C'est rien du tout. Alors qu'elle peut être à 10 fois plus, voire 15 fois plus dans d'autres festivals de ce niveau-là. En fait, ça permet aussi à tout un tas de professionnels émergents qui se poseraient pas forcément la question de venir, mais qui en fait vont pouvoir venir là, faire des rencontres, etc. Julie le disait, le réseau et les rencontres professionnelles, c'est quelque chose qui est hyper important. Même si on n'a pas de film à présenter à Clermont, c'est toujours bien de venir, de s'incruster à une rencontre pro, de boire un verre à l'Univers ou de se retrouver dans une soirée. Il y a en effet pas de soirée élitiste. L'Univers, c'est le seul bar qui est à côté de la Maison de la Culture, je le précise. C'est ça, c'est le seul bar à côté où tout le monde se croise en fin de soirée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de soirée en fait à guichet fermé ou sur invitation uniquement. C'est très accessible et en fait, c'est hyper important. Nous, au Pôle Pixel, on essaye d'accompagner au mieux à la fois les différents résidents adhérents du Pôle Pixel qui viennent. On essaie de créer du lien entre eux, de leur présenter le festival, de les convaincre sur le fait que c'est important d'y aller parce qu'en plus, on est basé en région lyonnaise, donc c'est pas si loin que ça de Clermont-Ferrand. Et en fait, c'est un endroit dans lequel on va avoir, je vous parlais tout à l'heure des chaînes de télé, des diffuseurs, etc. À Clermont-Ferrand, ils font tous leur présentation acheteurs. Donc, ce qui est un moment très important dans la vie d'un producteur ou d'un professionnel parce que c'est le moment où vous allez avoir la chaîne X et la chaîne Y qui vont présenter, voilà, nous, cette année, voici ce qu'on va acheter en termes de court-métrage. Donc, en fait, ça vous donne des indications sur justement, quels sont vos projets que vous avez en tête actuellement qui vont pouvoir entrer dans ces cases et du coup comment est-ce qu'on va pouvoir aller les voir. Et c'est des moments où il y a aussi le CNC qui fait jeudi matin, qui a fait son bilan des aides annuelles sur le court-métrage, les différentes institutions comme Unifrance qui diffuse le cinéma français à l'international, les différents distributeurs, etc. qui se retrouvent ici et c'est un moment hyper intéressant. Je voulais juste revenir sur l'émergence parce que du coup le court-métrage, en effet, est un endroit dans lequel il y a beaucoup d'émergence. Oui, néanmoins, c'est aussi un format dans lequel il y a aussi des gens qui se professionnalisent dedans. Ouais. Alors, moins, en effet. Mais c'est vrai qu'il a... C'est pas que l'antichambre du long-métrage. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, c'est beaucoup ça, mais pas que ça non plus. Et je sais que clairement, ils sont bien attachés à ce que, en effet, ce soit pas que ça. Sachant qu'en plus, avec la création web, les séries, etc., en fait, le format court... investissent vraiment, d'ailleurs, dedans. Canal l'avait fait en rachetant ses... j'ai un doute sur la plateforme BioBagel. Ouais, c'est Canal qui a racheté, ouais. Il me semble. Et c'est maintenant clairement du court-métrage sur aux plateformes digitales. Non, vraiment. Et ça, d'ailleurs, on peut le dire aussi, Clermont a contribué à sauver
le court-métrage, où à un moment donné, il était presque devenu uniquement des spots publicitaires avant du long-métrage en salle. Tout à fait. Bah, en fait, ça a été créé pour ça, justement, parce qu'avant, il y avait l'obligation d'avoir un court-métrage avant la diffusion d'un long-métrage en France, ce qui faisait que comme le court-métrage était diffusé en salle, comme on en parlait tout à l'heure, bah, il y avait une partie des recettes qui retournaient du coup derrière au réal, à la prod, etc. Ce qui n'a plus été le cas à un moment donné où on a décidé de mettre de la pub avant. Et du coup, l'association Sauf qui peut le court-métrage a été créée à Clermont-Ferrand. Ils ont créé le festival du court. Et c'est dans les mêmes années, dans les années 80, qu'il y a eu les 3 grands festivals de court historiques de France qui ont été créés à Grenoble, Villeurbanne et Clermont. Donc c'est la petite triade qui s'est créée en réaction à ça, quoi. Et la bataille semble gagnée, hein, puisque la nouvelle identité graphique du festival, maintenant, ils affichent moins le logo Sauf qui peut que le logo Le Court. C'est Le Court, ouais, c'est leur nouvelle. Puis avec aussi leur projet de cité du court qui va avoir lieu et tout. Enfin voilà, il y a toute une refondation là-dessus. Ouais. Alors, continuons de parler de court-métrage, continuons de parler finalement, de ce produit, c'est un mot vulgaire en culture, mais de ce format particulier qui, je crois, et peut-être que vous allez pouvoir en dire un mot, permet une immense diversité de formats, d'histoires, de genres. Et je crois que ce que les gens apprécient quand ils viennent au festival de Clermont-Ferrand, comme dans d'autres festivals, c'est la diversité des films qu'ils vont voir, des petites histoires qu'ils vont pouvoir. Je me rappelle de l'ancien président qui était venu sur notre plateau et qui disait on peut picorer comme ça et découvrir des choses très diverses. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le court-métrage, c'est beau pour cette raison, ça permet de raconter plein de choses qu'on ne s'autoriserait pas toujours dans le long-métrage? Pas du tout. Non, nickel. Non, bah si, évidemment, ce qui est génial avec le court-métrage, c'est que je pense que c'est un espace de liberté. Je pense que c'est de toute façon beaucoup plus libre que le long-métrage, parce qu'en effet, il y a moins d'argent, d'une certaine manière, mais ça permet du coup d'avoir beaucoup plus de liberté sur ce qu'on veut raconter, certes en un temps beaucoup plus court, mais en effet, on observe des récits avec beaucoup plus de diversité, que ce soit dans les archétypes de personnages, que ce soit dans ce qui est raconté. Puis en fait, Clermont fait ça vraiment très bien, parce qu'en effet, on a une programmation qui est hyper riche, avec des origines très variées. Donc en fait, pour moi, le court-métrage, c'est vraiment un endroit comme tu as dit, de diversité, d'inclusivité, et avec des formes aussi où on a beaucoup plus d'expérimentation, d'originalité, et en fait, on peut beaucoup plus s'amuser. Je pense qu'il y a, en fait, c'est surtout, il y a beaucoup plus de liberté, et on prend plus de risques, parce qu'il n'y a pas cette notion de moule, ou je pense que c'est ça. En fait, Julie a raison sur le manque d'argent, mais c'est aussi, je pense du coup, mais ça va avec le manque d'argent, c'est le nombre moindre de partenaires, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites un cours, vous avez besoin de moins d'argent, donc en fait, vous avez besoin en effet d'une chaîne, d'une boîte de prod, mais du coup, vous n'avez pas besoin de vous entourer de plein de sociétés de financement du cinéma, d'une autre chaîne étrangère qui voudrait investir, etc. Donc en fait, vous réduisez le nombre d'interlocuteurs. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le cinéma, c'est jamais quelqu'un qui a une idée et qui va au bout de cette idée, c'est quelqu'un qui a une idée et qui va rencontrer un prod, qui va rencontrer un distrib, qui va rencontrer une chaîne, et cette idée, elle va se développer à cette occasion-là. Et c'est dans ce cadre-là que du coup, l'idée va devenir un film à un moment. C'est toujours un travail d'équipe. Et du coup, plus il y a d'argent, plus il y a besoin d'argent pour votre idée, plus vous multipliez les interlocuteurs. Donc forcément, plus l'idée, elle évolue. Des fois, en très très bien d'ailleurs, parce que c'est rarement arrivé que quelqu'un ait une super idée d'un coup et aille jusqu'au bout. Enfin, en général, c'est plutôt un mauvais signe. Nous, ça nous arrive tous les jours, chez Spectre, mais après, oui, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Moi, en tout cas, c'était souvent des red flags quand j'ai accompagné des gens comme ça. Mais voilà, parce qu'on a souvent l'image un peu de l'auteur qui va tout réussir tout seul, et qu'en fait, ça se passe comme ça. Et voilà, c'est une assez mauvaise image, je le trouve, parce que derrière, ça crée des effets délétères de gens qui pensent qu'ils peuvent réussir à faire tout seul, alors que... Et du coup, au Pôle Pixel, nous, c'est ce qu'on essaye d'inculquer et de montrer, c'est qu'en fait, dans cette filière, on arrive à faire des choses en connaissant des gens, et justement en trouvant des partenariats et des manières de collaborer et de coopérer pour faire des projets bien, quoi. Et peut-être que votre projet super stylé, qui est stylé dans votre tête, il va peut-être pas avoir lieu aujourd'hui, vous allez être sur d'autres projets, mais qu'en fait, tout ça, ça va vous faire un cheminement où un jour, ce projet, vous allez avoir suffisamment de maturité pour le faire, et il va être produit de la manière dont il aurait dû être fait, quoi. Et ça, voilà. Tu me fais la transition, justement. Tu parles des étapes. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur... faites-nous un petit peu le déroulé, on va dire, en termes d'étapes.
Pour faire un Non, dans l'accompagnement, admettons, quelqu'un a une idée de court-métrage. Quelles vont être un peu grossièrement, on va pas rentrer dans le détail, mais grossièrement les étapes qui vont mener de l'idée à la réalisation, peut-être à partir de vos expériences, par exemple au Pôle Pixel, comment ça peut se matérialiser par des étapes un petit peu? Alors, déjà, moi, l'accompagnement au Pôle Pixel, il est principalement centré autour du projet professionnel. Donc, en fait, moi, déjà, je vais pas avoir de retour artistique, ou en tout cas, pas d'accompagnement artistique là-dessus. À l'inverse de Que du Feu, par exemple. Ou en tout cas l'artistique rentre plus en mais voilà. Tu le diras après je pense. Mais en tout cas moi je vais déjà plus avoir un réflexe de faire se tourner la personne vers les bons interlocuteurs et vers les bons réseaux. C'est-à-dire que notamment à Lyon, mais c'est le cas dans plein de villes, il y a des associations de scénaristes, des collectifs de scénaristes dans lesquels des scénaristes plus ou moins professionnels s'organisent ensemble pour faire des relectures, s'accompagner, etc. Parce que souvent ce qui est dit c'est que être un scénariste, c'est pas savoir écrire, mais c'est surtout savoir réécrire son œuvre, parce que en fait, il y a une première mouture, puis ensuite, il y a une V2, il y a une V3, il y a une V4, et c'est comme ça que l'œuvre, elle devient mature, justement. Donc déjà, il y a ça. C'est déjà s'entourer et être sûr qu'à un moment donné, on est entouré des bonnes personnes pour pouvoir faire développer son œuvre. Et puis ensuite, il y a en effet la partie qui est un peu souvent tricky pour les scénaristes, qui est de trouver des personnes qui vont pouvoir nous accompagner pour la développer. Ah ouais, voilà. Donc là, le développement, c'est vraiment le fait où vous allez avoir un producteur, une productrice qui va dire ton projet m'intéresse et là, je t'accompagne et je te donne de la ressource. Alors, ça peut être vous accompagner dans de la résidence, vous indemniser sur une période donnée, etc. Mais pour développer ce projet, parce que potentiellement, j'ai envie de le produire derrière, mais c'est pas sûr. Et du coup, ça, faut trouver la production, je m'arrête là-dessus, c'est pas seulement, c'est ce que tu dis, des moyens financiers. C'est essentiellement des moyens financiers, mais pas que. Pas que, et surtout, si c'est que des moyens financiers, ça sert à rien. Enfin, parce que le producteur, et c'est là où le travail de Que du Feu est intéressant sur l'accompagnement scénariste-producteur, c'est que le producteur, il doit avoir une vraie relation avec le scénariste, et il y a une co-relation à créer entre l'un et l'autre. Enfin, c'est des gens qui ont beaucoup de préjugés les uns sur les autres. C'est-à-dire que les scénaristes pensent tous que les producteurs, c'est des mecs avec des grosses bottes et un cigare et qui les attendent et qui, en gros, les traitent comme de la merde. Sur leur yacht, quoi. C'est ça, sur leur yacht. Alors que la plupart des fois, temps... ils font que de l'équitation, quoi. Et la plupart des temps, c'est des chefs d'entreprise qui sont au RSA parce qu'ils n'arrivent pas à se payer avec leur boîte, quoi. Enfin, voilà, je schématise, mais voilà. Et d'un autre côté, les producteurs pensent que les scénaristes, c'est des gens qui rêvent un peu dans leur coin et qui écrivent des trucs. Et en fait, c'est des gens que nous, en tout cas, au pôle, et du coup Que du Feu le fait aussi, mais l'enjeu, c'est d'essayer de les faire se comprendre le mieux possible, parce que c'est en collaborant ensemble qu'ils vont arriver à travailler. Et en fait, c'est un peu comme des rencontres de couple, en fait, quelque part, parce que c'est des affaires d'instinct, c'est des affaires de ressenti, et c'est des affaires de se rendre compte si on va pouvoir être capable de travailler des fois 5, 6, 10 ans avec cette personne avant que le film puisse avoir lieu. Parce que du coup, c'est ça aussi sur un court-métrage ou sur un long-métrage, ça peut être en décennies le temps de justement développer, et c'est des décennies pas payées, donc faut faire autre chose en attendant. Mais du coup, c'est du travail de longue haleine, c'est du travail d'équipe, et c'est du travail dans lequel la relation est vraiment précieuse. Donc en fait, c'est souvent des affaires de ressenti. Je dis ça parce que faut pas, en tant que scénariste par exemple, céder au premier prod qui dirait c'est bon, j'achète votre projet, je mets une option dessus, parce que souvent on se retrouve là-dedans. Et en même temps, du côté d'un prod, faut pas non plus se dire voilà, le premier scénariste où le projet me plaît, je mets mon billet dessus, alors qu'en fait, je vais découvrir que le gars, il est imblairable et juste, je peux pas travailler avec lui, quoi. Donc je sais pas, j'ai divergé un petit peu, mais ça répond. On peut tout dire en vrai, parce que nous, globalement, avec Que du Feu, c'est à cet endroit-là qu'on se situe. C'est cette désacralisation un peu de la rencontre auteur-producteur. On bosse en avant sur la partie un peu écriture de scénario. Cette année, justement, ce qui a un peu changé par rapport aux autres années, c'est qu'on a commencé ce travail-là plus tôt, en amont du festival, quelques mois avant. Donc ça, c'était un peu la nouveauté pour essayer justement que le travail soit plus complet. Donc en amont, il y a vraiment un travail d'écriture et d'accompagnement. Et pendant le festival, on se concentre vraiment sur ce moment-là de rencontre, de désacraliser un peu. En fait, c'est globalement ce que tu as dit. Je pense que je vais répéter un petit peu ce que Pierre t'a dit. Mais c'est désacralisé dans le sens, si ça marche pas, c'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est une question de relation, et votre projet n'est pas nul si ça marche pas. C'est ça. Parce que, voilà, et que c'est des étapes, en fait. C'est un accompagnement où il faut se rendre compte que c'est des étapes, et
et que en fin de compte les gens qu'on a en face de nous ne font pas si peur. Souvent c'est même des personnes qui ont un peu notre âge qui sont, enfin en fait c'est ça qui est Des gens intéressant. de Exactement. Et donc nous quand on fait ces sessions de speed dating, c'est ce qu'on essaye de créer, ce côté formel, informel, où en effet, ils vont avoir l'occasion de parler à 2-3 producteurs, productrices différents, et ça leur permet de se rendre compte avec qui ça matche plus ou moins. Enfin voilà, c'est de l'humain, quoi, en fait. Donc c'est ce qu'on essaye de créer principalement. Et pour revenir sur ta première question de qu'est-ce que je fais quand il y a un auteur qui arrive au Pôle Pixel, moi, mon principal travail va être d'essayer, en fonction de ce qu'il me dit, de ce qu'il me raconte comme projet, de l'impression globale que j'ai de cette personne, de le mettre en lien avec les producteurs ou les productrices ou les personnes ressources avec qui je pense que ça pourrait matcher. Donc moi, c'est plus un travail un peu à la main, quoi, de me dire, je sais pas, ce gars a un projet de science-fiction qui a l'air un peu fou, c'est marrant parce que je connais justement ce prod qui m'avait parlé une fois de ce truc, donc je vais les mettre en lien, je me dis, allez boire un café, faites quelque chose, puis on verra, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est principalement ça le travail que je vais faire à cet endroit-là de la chaîne. Tu passes pas pour autant tes journées dans les bars, hein, précise-le quand même. Non, je passe pas mes journées dans les bars. C'est bien, t'as dit un café. J'ai dit un café. T'aurais pu dire une bière ou... J'aurais pu dire une bière, après, je veux pas qu'on me dise que j'incite à... Exactement, être obligé de mettre un bandeau après pendant l'émission. Et même d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de boire du café, vous pouvez boire du thé ou du chocolat ou un Perrier ou des... Tout à fait. Un Perrier. La carte. Non, mais je veux dire des boissons... Un Perrier, c'est pas le bon moment, hein, Pierre, oui, attention. Perrier, c'est vrai. Une badoie, du coup. Comme ça, on est dans la oui, très bien. Ça défend le territoire. Et... Ouais. Mon roucou. Exactement. Alors, justement, Julie, tu en parlais. On peut peut-être, c'est le moment de parler de Talent Connection et de ce que vous faites ici à Clermont-Ferrand, puisque vous accompagnez des jeunes réalisateurs, jeunes réalisatrices, alors qu'ils viennent pitcher des projets de court-métrage, mais qui ne sont pas encore réalisés. Exactement, ça, c'est ça. Donc, c'est des talents qui sont passés par le festival en 2024, qui avaient eu l'occasion déjà de nous proposer leur scénario. Enfin, c'est des gens qui s'étaient déjà positionnés comme ayant un projet en cours d'écriture et qui avaient pu s'inscrire justement dans ce dispositif-là de speed dating. Et du coup, nous, on profite de Talent Connection pour aller rechercher ces talents-là qui avaient des projets intéressants. Et donc là, c'est l'occasion pour eux de... alors certes, de pitcher à ce moment-là devant des producteurs et des productrices, mais c'est aussi toute une semaine qui est mise à disposition avec des temps pro, des ateliers, enfin voilà, ils ont tout un dispositif qui est mis à disposition pour aussi aller interroger leur pratique, etc. Enfin voilà, c'est tout un dispositif assez complet. Et donc nous, globalement, on les accompagne et on essaye de, encore une fois, dans cette continuité de ce qu'on fait à Queue du Feu, de les entraîner aussi au pitch et retravailler un peu avec eux ce temps-là qui peut être quelque chose en fait assez stressant pour eux parce que c'est quand même un oral devant plein de gens, voilà, donc c'est un certain travail en vrai. Ils se mettent souvent beaucoup la pression. Les conditions du marché sont un peu... voilà, c'est devant plein de gens, mais en plus, c'est le marché qui est un endroit où il y a beaucoup de bois. Exactement, de passage, etc. Donc, quand vous êtes en plus déjà timide, c'est un peu compliqué. Bah oui. Donc nous, notre travail, c'est de les chouchouter, de les accompagner là-dedans au mieux pour que ça amène à quelque chose derrière ou pas, ce qui n'est pas forcément grave. C'est aussi un exercice qui est intéressant de toute façon à faire. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir à la fin naître des projets et des rencontres, encore une fois, pour ces fameux projets, quoi, en fonction de leurs besoins. Alors précisément, si vous deviez citer des étapes clés dans la production d'un court-métrage, quand je dis la production, je parle vraiment de l'idée, qui font souvent défaut aux jeunes réalisateurs, aux jeunes réalisatrices que vous pouvez accompagner. C'est quoi le défaut majeur? Alors, je crois que tu as donné un élément de réponse. Tu dis on leur apprend à pitcher leur projet. Alors, il y a pitcher, en effet. Il y a pitcher, puis il y a savoir, en effet, vendre un projet, avoir confiance en son projet. Enfin, c'est une première chose. En fait, il y a aussi une notion un peu d'être capable de se mettre en avant, entre guillemets, et de vendre son projet, d'avoir quelque chose de lisible. Pour un producteur, une productrice, après je pense que c'est pas quelque chose qui est inné en plus, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise à l'oral de la même manière. Voilà. Pour moi, il y a pitcher, on en parlait, bien choisir son prod, parce que souvent il y a aussi des fois des relations compliquées, parce que quand on a un prod, ça veut dire qu'on a des contrats avec lui, qu'il y a de la thune qui rentre en jeu, et donc en fait, si vous l'avez mal choisi à la base, c'est tout un tas de problèmes un peu compliqués et dangereux qui peuvent arriver aussi. Tac. Ensuite, il y a, moi, que je vois beaucoup au pôle, une question sur la posture aussi, parce que vous avez beaucoup, en fait, de personnes qui vont dire, voilà, qu'elles sont autrices, et qu'elles sont aussi réalisatrices, et qu'elles vont faire aussi le montage de leur film, et qu'elles vont le produire en autoprod, etc., etc. Alors,
mon propos, c'est pas de dire que l'autoprod c'est mal, parce qu'au contraire, l'autoprod ça permet d'expérimenter des choses, mais c'est juste que, selon moi, et dans comment le cinéma fonctionne, et comme j'en parlais tout à l'heure de jeux en équipe, c'est problématique de penser qu'on peut tout faire tout seul. Il y a des exemples. Alexandre Astier avec voilà, Alexandre Astier par exemple, mais il y a plein d'exemples, voilà, de gens qui font un peu tout seul. Ça peut être très bien, mais je pense que pareil, c'est un récit un peu dans la même veine que les récits de l'entrepreneur génial qui peut faire tout seul, qui pour moi je peut pense mal tourner d'ailleurs, mais c'est pas d'exemple. Peut très mal tourner et fait pas de bien aux jeunes générations non plus, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un travail de posture, c'est-à-dire de se dire, quand j'ai cette envie-là de me dire, ok, je veux écrire, réaliser, produire mon film, qu'est-ce que j'ai au fond envie de faire? Est-ce que j'ai envie de raconter une histoire? Est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'organiser le truc pour que ça ait lieu? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de parler aux financeurs? Ou est-ce qu'au contraire, moi, j'ai pas envie de parler à personne, j'ai juste envie d'écrire mes histoires? Enfin, ça, c'est des questions un peu sur lesquelles, moi, en tout cas, au pôle, ça fait partie de notre travail d'essayer d'accompagner les gens à se les poser. On n'a pas la réponse à leur place, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a des questions de posture, justement, parce que si demain, vous avez besoin d'argent et que vous avez besoin de moyens pour, en fait, diffuser votre film ou le produire, en fait, vous pouvez pas aller voir un producteur en ayant 15 000 casquettes. Parce que le producteur, il va se dire, alors, soit il a un super feeling avec vous et ça va bien se passer, soit il va se dire, cette personne-là, c'est un red flag x 1000, parce que je sais que si lui, il foire, avec lui, ça foire, tout le projet foire. Alors que si vous y allez en disant, voilà, moi je suis auteur, j'ai un réal, j'ai un compositeur, on a travaillé ensemble ce projet, machin, et que vous montrez que voilà, c'est une équipe qui fonctionne, là déjà pour un producteur, il y a quelque chose de plus rassurant. Parce que le producteur va raisonner aussi à la fois comme quelqu'un qui va être touché artistiquement par ce que vous proposez, bien sûr, qui va pouvoir l'accompagner, mais aussi comme quelqu'un qui va investir du temps et in fine de l'argent dans votre projet. Donc en fait, il a envie aussi d'investir de l'argent dans un projet où il sait que le partenaire va pas lui faire défaut, c'est un partenariat, quoi. Donc moi, je pense que la posture, c'est important. Voilà. On arrive au bout de cet entretien qui est passionnant. Moi, j'aimerais que, pour finir, vous nous donniez chacun, avec le pôle Pixel te concernant Pierre et avec Que du Feu te concernant Julie, vous nous donniez un peu dans les prochains mois là, des projets qui vont voir le jour. Alors bon, Que du Feu, c'est facile. Il y a une échéance, mais il y a peut-être d'autres projets dans les cartons. Pierre, sur quoi vous bossez au pôle Pixel, peut-être là, dans les prochains mois? Eh ben, nous, comme chaque année, avec un peu plus d'intensité, cette année, on a une programmation pro au pôle, donc de petits-déj, de rencontres. Et là, notamment, dans le mois de février, on va avoir plusieurs petits-déj et présentations d'appels à projets qui sont en cours. Donc, il y a un appel à projet du GREC, qui est un organisme qui accompagne justement l'émergence. C'est pas le kebab du coin de la rue, précise. Et voilà, c'est ça. On le précise à chaque fois. Ouais, mais en tout cas, c'est un des premiers financeurs du cinéma émergent. Et du coup, on va présenter ça lors d'une rencontre. Il y a également la présentation d'un appel à projet de la métropole de Lyon qui s'appelle l'Atelier des cinéastes, qui est une bourse d'écriture qui a fait sa 2e année cette année. Donc, on va présenter également dans une rencontre. Et ensuite, on prévoit, alors pour avril-mai, une journée dédiée à la musique à l'image. Donc ça, on n'a pas encore la date, mais on y travaille. Presque en écho avec un des choix de programmation du festival de Clermont. C'est ça. Et puis nous, c'est un gros sujet aussi parce qu'on a beaucoup de compositeurs, compositrices qui ont un peu les mêmes problèmes que les scénaristes, dans le sens où c'est des gens qui travaillent beaucoup tout seuls. Mais pour autant, c'est pas forcément des gens qui ont les collectifs ou les ressources nécessaires pour justement être bien accompagnés. Et de manière générale, nous on prépare aussi pour l'année 2026, une réorganisation un peu de notre programmation professionnelle sous forme d'accompagnement plus spécifique de la création de sociétés de production. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais voilà, sur lequel on pourra donner des news bientôt. Mais en tout cas, c'est dans les bacs. Que des beaux projets. Et toi, Julie, avec Que du Feu? Que du Feu, à long terme, évidemment, il y a le festival, la 10e édition qui va avoir lieu. Alors, j'ai pas encore de date précise à dévoiler, mais en tout cas, ce sera toujours automne, et là, en l'occurrence, du coup, automne 2025. Tu donnera quand même en exclusivité. J'aimerais, mais je ne les ai pas, malheureusement. J'aimerais vraiment. Non, malheureusement, on n'a pas encore les dates précises parce que, justement, pour la 2e année de suite, on est dans cette démarche toujours de rapprochement avec d'autres structures de la région, notamment, du coup, ce rapprochement qui s'appelle les Imaginaires du Cours, donc qui inclut Que du Feu, mais aussi le Festival du film court de Villeurbanne, la Fête du Clip et le Rush 6 Hour. Donc ça, on a fait, on va dire, une première démarche de rapprochement sur l'année 2024 et 2025, ça va être, on va dire, la marche d'après, qui est encore un peu en définition et du coup qui
qui fait qu'on a des dates encore un petit peu floues, mais ça va se préciser. Mais en tout cas, pour l'année 2025, je dirais que on est vraiment dans cette démarche de rapprochement avec des structures locales qui sont dans des initiatives similaires aux nôtres, et notamment dans les choses qui vont arriver un peu prochainement. On est en rapprochement avec une association qui s'appelle les Rencontres Émergentes, et on va du coup collaborer sur ces rencontres à partir de 2025, et normalement il y en a une qui arrive en avril. C'est pareil, j'ai aucune date précise à vous donner, c'est une catastrophe. Décidément. Mais en avril. On est ravis, on peut se faire. Il y a des choses en automne, en avril, et sinon on a notre appel à projet qui va ouvrir pareil mi-avril. On a au moins l'année. Vous savez qu'il se passe des choses en 2025. Voilà, je peux pas être plus précise que ça, mais après ça tease un peu, c'est bien, ça tease. Faut nous suivre sur les réseaux. Voilà, faut nous suivre sur nos réseaux pour avoir plus de détails ultérieurement. Et on a hâte de voir tout ça. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'Instant Court. C'était un plaisir. Evan. Et Merci puis, eh bien, on vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Et puis, on se revoit l'année prochaine à Clermont. Et à l'année Évidemment. prochaine. Merci beaucoup à vous deux. Nous concernant, on va continuer cette émission avec le premier coup de cœur de l'équipe. C'est notre moment chasse à court avec Julien. Et donc, comme je le disais, des chroniques, des coups de cœur, et c'est Julien qui va nous en parler en premier, mais bien sûr, nos autres chroniqueurs, Jolan et Bastien, vont aussi nous parler de leur coup de cœur, puisque tous les trois, toute la semaine, vous nous avez eh bien, régalé, j'allais dire, en nous présentant le meilleur de ce qu'on peut découvrir sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et Julien, alors toi, t'es arrivé avec un cours qui t'a particulièrement plu, mais je te laisse en parler un peu plus. Oui, moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est clairement Burk. C'est un cours d'animation en compétition nationale réalisé par Loïc Espuche. C'est l'histoire d'une bande d'enfants en fait, qui s'amusent durant leurs vacances au camping, à aller se dégoûter un petit peu en regardant les adultes s'embrasser, parce que c'est dégueu et les filles, ça pue, quoi, c'est bien connu. Sauf que dans leur bande de potes, un d'entre eux, Léo, lui, il a bien envie de faire un petit bisou à son ami aussi, et on regarde la bande-d'annonce. Là là. On n'est pas bien là, ma poupoune? C'est dégoûtant. Mais dégueu. Vas-y, je regarde plus. Moi non plus, sinon je vomis. Alors, ce film, il est touchant, il est drôle, il est beau, il est trop mignon parce qu'en fait, juste tout le monde a envie de s'embrasser, tout le monde a envie de se faire des bisous, c'est ça la morale de ce film. Et c'est aussi simple que ça. Alors, je vous vois venir, hein, les gros dégueulasses. Ici, on est toujours à hauteur d'enfant. Le max de l'amour, c'est le bisou. Et c'est peut-être ça le plus beau au final. On en revient à se rappeler cette innocence où le moindre ébois nous paraît une montagne. C'est un film qui fait rire, qui invite à poser un regard bienveillant sur la naissance de l'amour. Et ça m'a vraiment sincèrement touché. Je trouve que c'est assez rare de toucher une certaine pureté des sentiments comme ça. Et enfin, on l'a vu dans le trailer, il utilise un dispositif qui est magnifique, je trouve, un dispositif poétique de traduire l'émotion, l'émoi, cette chaleur qu'on ressent au fond de nous par ces lèvres qui rosissent, qui deviennent rose fuchsia, et quelque chose qui est très dur à cacher. C'est un peu le problème de Léo, parce que ses copains, ils se moquent de lui, qu'il ait envie d'embrasser sa copine, et ouais, c'est cette honte qu'il faut cacher. En même temps, c'est une chose qu'on a tous en nous, à tous les âges, qu'importe qui on soit. C'est juste super beau, et voir des films d'animation aussi imaginatifs que ceux-là, merci Clermont. Et il faut signaler aussi que ce cours, il est nominé au César, et moi, il a ma voix. T'es un grand amoureux en plus, Julien, on te connaît. Exactement. Et on le retrouve, Julien, dans les nombreuses chroniques et les nombreux programmes de Spectre. On continue avec ton film et ton coup de cœur à toi, Jolan. Alors, Oui. de quoi tu es venu nous parler ? Alors, je suis venu parler de Memories of an
Unborn Son, c'est un peu compliqué à dire, C'est dur. Hein. d'un réalisateur qui s'appelle Marcel Mrejen. Donc c'est une nationalité à la fois française, algérienne et néerlandaise. C'est un documentaire donc, qui était dans la sélection Labo évidemment, puisque c'est là où on retrouve un peu tous les films expérimentaux. C'est un pour peu les étranges. aficionados, ça. Voilà, c'est ça. Et celui-là m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, j'étais avec Bastien à la séance, donc ça nous a marqué tous les deux pour le coup, on peut le dire. Ça parle donc d'immigrés chinois qui travaillent dans des mines en Algérie en fait. Donc déjà un sujet assez lourd, mais avec des images actuelles, donc documentaires du lieu en fait, qui ressemble presque à quelque chose de post-apocalyptique. On est presque dans de la science-fiction en fait à certains moments, mais en même temps donc on a des images d'archives de publicité qui sont intercalées dans le film, où on voit en fait un peu le mensonge qui a été promulgué en fait à une certaine époque, parce que c'est des vieilles archives. Donc peut-être qu'on peut voir une bande-annonce de ça, s'il y en a une. Et donc, cette bande-annonce nous met vraiment dans l'ambiance et on ressent, je dirais, une expérience contemplative. Est-ce que tu partages ce sentiment? Oui, totalement. En fait, c'est un film qui nous a mis un peu dans un état de semi-sommeil, presque à des moments un peu de sommeil. Alors pourtant, j'ai adoré le film, mais on était fatigués. Tu avais bien dormi la veille. Pas trop, hein, justement. Mais en fait, c'est que c'est un film qui a vraiment comme but d'être une expérience sensorielle, je pense. Et ça passe déjà par le tout premier plan du film, qui est un très long plan séquence d'ailleurs, qui vraiment balaie un peu tout le désert, du coup, qu'on voit justement où il y a ces travailleurs. Mais en fait, les travailleurs, on ne les voit pas. En fait, on les entend juste grâce à leur voix, où ils expliquent un peu justement les conditions de travail, ce que ça a été pour eux. Et du coup, ça rajoute quelque chose de presque fantomatique en fait à ces travailleurs qui sont là, mais en même temps ne le sont pas concrètement à l'image. Et dans cette idée de quelque chose de contemplatif, il y a vraiment presque un aspect hypnotique en fait au film, et que justement quand je disais des images qui rappellent presque des trucs de science-fiction, moi ça m'a fait penser à la fois à des trucs comme Blade Runner ou presque Interstellar à certains moments, parce qu'on a l'impression d'être sur une autre planète, et pourtant il y a toujours quelque chose qui ramène à une réalité vraiment concrète, et justement cette horreur un peu de ce qu'ont vécu et de ce que vivent sûrement encore certaines personnes donc dans ce cas-là, quoi. Merci Jolane. Et alors on a un dernier coup de cœur dans l'équipe, enfin en tout cas sur les personnes sur le plateau. Bastien, toi, un court-métrage a aussi attiré ton attention, c'est lequel? Exactement, donc pour le mien, s'appelle En dansant dans mon coin. C'est un film polonais réalisé par Jan Buźniawski, j'espère que je le prononce bien, Ouais. et c'était dans la sélection internationale. Globalement, de quoi ça parle? On se retrouve en 1989 avec un enfant et son père. Ils viennent d'obtenir une télé, et à la télé, qu'est-ce qu'ils regardent? Le foot. Et donc c'est un peu cette impression, voilà, si on devait filer droit la narration, d'une découverte d'une passion pour le football, dont le père va un peu entraîner son fils dans cet apprentissage. Pourtant, comme on le découvre un petit peu au fur et à mesure, bon, il n'a pas l'air si fort que ça au foot, et même s'il se démène, voilà, il tente de persister là-dedans, mais ça n'a pas l'air de tant lui réussir. C'est mine de rien un court-métrage qui est à la fois assez drôle et assez émouvant, et on va peut-être pouvoir en regarder une annonce directement.现在我们这个单位呢，就是7点钟就上班。我一般的都是5点半左右就起来刷牙、洗脸、活动活动。洗一漱，就是6点半我就开始吃饭。吃完饭以后我们就上班，准时上班。
是舒服，在外，我们不是讲舒服，但是我们能够根据这个生活条件，我们能适应。Ouais, tu m'as vendu un film sur le foot. Là, j'ai pas du tout l'impression de regarder la Ligue des Champions, hein. Eh bah ça c'est sûr, parce que mine de rien, c'est un film qui est assez onirique. Et c'est peut-être pour ça que dans la forme, ça m'a beaucoup plu. Que ce soit au niveau de la musique déjà qui est assez marquante, et puis des visuels comme là on a ici, donc avec le début du film, cette pelote de laine qui est donc la première vision que se rappelle l'enfant. On a beaucoup, voilà, des fois des éléments, des objets qui partent dans les airs. On pense à ce père qui donne un coup de pied dans le ballon, qui part très loin dans le ciel. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a marqué principalement dans le film. Et il y a aussi un peu cette question de la manipulation de la réalité, notamment à travers la télé. La télévision qui, dès lors que l'image est brouillée, comme par magie, c'est au moment où la Pologne marque un but. Donc voilà, il y a pas mal de moments d'humour qui sont joués dans ce film à partir de ça. Et pourtant, c'est un film que j'ai trouvé profondément touchant sur un petit peu le fait de grandir, des espoirs un peu perdus, et voilà, toujours un petit peu de relativiser un petit peu sur l'expérience de vie. Donc voilà, c'est une grosse recommandation, un gros coup de cœur. Merci Bastien. Et puis un dernier coup de cœur dans l'équipe, c'est Clara. Et Clara, son coup de cœur, eh bien, vous le découvrez directement en sortie de séance. C'est en plein été, c'est caniculaire. Ils sont constamment sur la plage, torse nu, en train de se bagarrer. C'est assez agréable à regarder. Je sors d'un court-métrage d'Arnaud Delmarle qui s'appelle Big Boys Don't Cry, qui était dans la sélection nationale. Ça met en scène un groupe de potes qui vit à côté de Marseille et qui fête les retrouvailles avec l'un de leurs amis qui revient de mission. C'est assez solaire dans l'atmosphère. C'est de la franche camaraderie, ils se serrent dans les bras, ils sont constamment en train de s'amuser ensemble, de faire la fête. Le regard posé sur ces jeunes hommes est quand même assez intéressant puisqu'effectivement ils ont tous les attributs virils de prime abord. Ils sont torse nu, ils sont costauds, ils sont tous en train de se bagarrer et de se faire des blagues. Mais en fait, au fil du temps, on voit quand même, d'une part, que l'un d'entre eux est en train de développer des sentiments qui se rapprochent plus de l'amour pour un de leurs amis. On a des plans fixes sur des regards. On a une scène où ils se mettent à danser ensemble. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est montré d'une façon assez subtile. Même en tant que spectateur, on est dans le doute en fait tout le long. Je dirais que c'est un film qui met quand même très bien en scène l'amitié, mais également toutes les petites subtilités qu'il peut y avoir en fait. Et au niveau de la réalisation, de façon plus générale, c'est vrai que c'est très agréable à regarder, c'est très solaire. On évite de tomber dans un cliché d'une bande de potes qui ne réfléchit pas et qui se conforme absolument à ce qu'on attend d'eux. Et c'est une chronique à retrouver dès maintenant sur les réseaux sociaux de Spectre. Alors vous savez, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube et nous sommes maintenant désormais sur TikTok. Et oui, puisque nous n'avons pas de frontières. Et puis Julien, je crois que tu es arrivé un petit peu sur le plateau avec une idée, parce que c'est à notre tour, il me semble, de répondre à tes dilemmes natois. Alors explique-nous un peu le concept. Tout à fait, ça fait depuis le début de la semaine que je pose des questions, des dilemmes aux réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices qui sont passés sur notre plateau. Donc oui, aujourd'hui, c'est à votre tour. Faire un petit peu le bilan du festival et apprendre un petit peu plus à vous connaître. Alors tous les trois, pour cette année à Clermont, sélection internationale ou sélection nationale ? Alors, le problème avec Bastien, c'est qu'on a vu plus d'international que de national. Mais on en a vu quand même pour les interviews, pour d'autres choses. Donc, je dirais international, mais il y a des belles choses à voir aussi en national, à mon avis. Mais je dirais international. En national, c'est le seul moment au Festival du court-métrage où je vois des films réellement drôles dans les films français. C'est vrai. Voilà. Donc, non, sélection nationale. Je pense que pour mon coup, pour moi, je vais rejoindre Jolan en international, même si j'avoue qu'en national, on a vu quand même de très très beaux courts-métrages. Donc je balance un peu entre les deux, mais pour avoir vu plus d'international, pareil que Jolan. Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ? Oh là là, quel scandale. Enfin, ça va être terrible, hein, mais nous, on est lyonnais, donc Saint-Étienne. Ah oui, en fait, Saint-Étienne, ça ne peut pas être notre ami, en fait. C'est ça, donc je vais dire Clermont, mais juste pour le lore. C'est par dépit. C'est incomparable, Saint-Étienne, évidemment. Mais j'adore Clermont-Ferrand, mais uniquement pendant le festival. Bien sûr. Et pas pour les bâtiments, si j'ai bien compris. Non, pas très.
Les gens qui toussent au ciné ou les gens qui parlent non-stop au ciné, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Ah, qui parlent. Parce que ceux qui toussent, moi des fois ça me fait un peu rire la façon dont ils toussent des fois. Mais alors ceux qui parlent, on en a eu hier des Les mamies qui parlent, c'est non. bien gratinés. Non merci. Evan? Non, les gens qui toussent, parce qu'ils y sont pour rien, ça me donne encore plus envie de les sortir de la salle. Bruce Willis, Éric Judor, c'est qui le roi des chauves? C'est Eric Judor. Philippe Etchebest. Bientôt moi, mais pas tout de suite. Allez. Des films qui parlent de cinéma maintenant, The Artist ou La La Land? Là, comme ça, je dirais The Artist, mais parce que ça fait longtemps, mais j'ai envie de me replonger dedans, tu vois. Ouais, je crois que moi aussi. Ouais, allez. Bon, en tout cas, au moment où je l'ai vu, oui. Ouais, pareil. Better Call Saul ou Breaking Bad, je crois qu'il y a un petit peu de 3 références. C'est comme choisir entre ma mère et mon père, mais... les puristes choisiront Better Call Saul. Ah, bah, ça va encore plus loin. J'ai presque envie, hein. J'ai presque envie, mais je dirais que pour le fait que Breaking Bad m'a fait vraiment apprécier les séries d'une autre manière, quoi, je pense que je dirais Breaking Bad, puisque bon, c'est la base, quoi. Il y a l'effet Madeleine de Proust sur Breaking Bad. Aussi. Ouais. Question assez difficile, moi-même je ne sais pas trancher, plutôt Abel le caméraman ou Romain le régisseur? Ça aussi, c'est entre choisir mon père. Mal, ça. Je choisis pas un dur. Non. Bien sûr, la choisis bonne réponse, les deux. Bah, voilà, les deux. Car l'un sans l'autre. Bah, y a plus ça ne marche pas. Non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. Plutôt le son ou l'image dans un film? Ça aussi, c'est dur. Le son. Moi, je pense que la vidéo, c'est d'abord le son, et après l'image. Et bah, je dirais le son aussi. Et en plus, on a eu quand même des jolis exemples, vu qu'on a pas mal fait de courts-métrages dans la compétition, le bruit qui court. Voilà, tout à fait. Donc, j'avoue que le son. Enfin, dernière question, plutôt les vannes des vannes ou le van la voiture? Le van de l'amitié. Elle est dure aussi, là. Encore papa, maman. Les vannes des vannes dans le van, moi je dis, c'est encore mieux. Je suis plutôt d'accord. Ouais, puis tu plaisantes sur mon humour, mais les festivaliers, eux, ils l'ont vraiment adoré. Et je vous propose de regarder un extrait. Ça permet de faire des rencontres. Oui, aïe, aïe. Un peu plus, il n'y avait pas de caméra. Clermont-Ferrand, le festival international du court-métrage et ses allées remplies de monde, remplies de festivaliers. Regardez toutes ces personnes, regardez tous ces bénévoles et bien sûr tous ces spectateurs qui vont entrer dans les salles. On va essayer d'aller à leur rencontre et obtenir des petites choses. Venez avec nous. C'est parti, vous avez 30 secondes pour créer un film. Chacun donne une phrase et ça crée le synopsis d'un film. Ok, c'est l'histoire d'un mec qui a faim. Et qui décide de manger son pied. C'était un gros kiffeur de yep. Il a découvert un truc sur la table. En fait, c'était un sac en plastique avec le pied de son père à l'intérieur. Et du coup, comme c'est un fan des yep, il a léché le yep, quoi. À la fin, il a mangé le pied, voilà. Toute sa famille est cannibale sur cette génération. Je pense que Netflix peut acheter le scénario. Ça sera à moins de 18 ans, je pense. Moins de 18 ans. Moins de 18 ans, ouais. En fait, on va faire des duos comiques. Oui. Donc là, on a le premier duo comique, c'est parti, le sketch commence. Alors, bonjour, Oli. Hello, Paul. Hello, Oli. Hello, Paul. Bon, on va changer un peu. Ouais, c'est un comique de répétition, oui, sinon. Ouais, c'est pas mal. C'est ce qui fait rire. Franchement, ça peut être diffusé sur certaines chaînes de télévision, on dira pas lesquelles. Hein. Oui, bon. C'est 8. En fait, on voulait voir l'international, on a été refoulés, donc on revient au national. Ah, mais oui, mais c'est toujours comme ça, on essaye de se barrer à l'international et finalement la France nous retrouve. Nous retrouve, on se dit on va rester ici. On est bien finalement. Mais bien sûr qu'on est bien. Pour l'instant. J'adore, cet ascenseur, ça fait 15 fois qu'on le prend, hein. Ça commence à faire long. La facture d'électricité à la fin du mois, là. Bon, on est arrivé. Un peu peur parce qu'il est un peu vieux. Je suis déjà resté coincé là-dedans. Et je peux vous dire qu'à la fin, l'émission, elle était longue. Hein. Et on redescend. Ah, vous redescendez? Et voilà. Bon, comment c'était cette séance? C'était court. C'était quoi? C'est bref. C'est du court-métrage, hein. On se marre beaucoup au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, mais on bosse aussi. Jolane et Bastien, vous êtes restés sur le plateau pour nous parler d'un clip. De même plusieurs clips. Et même de plusieurs clips. Ouais, parce qu'en fait, on est allé dans la catégorie décibels, et qui est une petite catégorie de toute la sélection, quoi, qui est principalement basée sur donc, des clips vidéo.
Est-ce que tu as envie que je t'en parle de quelques-uns directement? Ah bah moi j'aimerais beaucoup, bien sûr. Et bah très bien, et bah du coup j'ai beaucoup apprécié certains clips et on en a choisi quelques-uns avec Bastien. Moi j'aimerais parler par exemple de Kim Gordon et de son clip I'm a Man, enfin du coup la chanteuse Kim Gordon, qui a du coup fait un clip au niveau qui traite en fait du renversement des stéréotypes de genre dans son clip. Et est-ce que tu veux pas qu'on regarde un extrait avant que tu nous en parles du clip? Bon, alors du coup, j'ai vu un clip de Kim Gordon qui parle de renversement des stéréotypes de genre, donc à travers par exemple des extraits d'archives cinématographiques et avec aussi une fiction à l'intérieur de ça. C'est tout un travail sur le montage et donc il y a aussi la violence musicale du morceau qui est très rock et presque trap, même c'est ça qui est aussi assez étonnant. Après, on a vu un clip de FKA Twigs de son dernier excellent album qui s'appelle Eusexia, qui en fait allie la puissance de la pop et de l'électro de sa musique avec aussi la force des chorégraphies et notamment aussi tout un travail de tenue et de costume qu'il y a dans le film au fur et à mesure du clip que j'ai trouvé franchement intéressant. Et donc le dernier clip qui est celui de Mark Ribot et Tom Waits qui reprennent le fameux hymne révolutionnaire antifasciste italien Bella Ciao, mais pas de la même manière que d'autres personnes que je ne citerai pas, de façon un peu plus intéressante on va dire. Et justement le cinéaste James Cohen réintègre cet hymne de façon très intéressante puisqu'il l'ancre vraiment dans la réalité avec des images littéralement des États-Unis d'Amérique. En 2018 ça a été fait, mais bon je pense que c'est tout autant d'actualité actuellement et on en a bien besoin puisqu'on a bien besoin de résistance et de poésie et je pense que ça littéralement allie les deux. Voilà. Merci Jolan. Et toi aussi Bastien, tu es venu nous parler de clips et tu en as retenu 3 qui ont attiré ton attention. Exactement, donc en premier on va avoir Strangers qui est donc un court-métrage si vous voulez réalisé par Iris Chassaigne dans lequel on retrouve l'actrice et chanteuse Jenny Bess. C'est donc un mélange à la fois de fiction où le pitch en quelques mots c'est l'histoire de A, une jeune femme qui ne ressent plus rien et qui va se retrouver entraînée par J qui essaye donc de relancer les battements de son cœur. Et en même temps, donc, on a des petits moments de clips musicaux tirés d'albums donc, de Jenny Bess. Ensuite, là, plus coup de cœur personnel, c'est avec le groupe Foudre, donc si vous voulez, qui va mélanger à la fois électro et un sous-genre du rock qu'on appelle le post-rock, et donc le clip du morceau Cybernetic Reset, qui mélange à la fois des extraits de live et des visuels plus expérimentaux, donc si vous voulez, c'est des jeux de lumière qu'on va retrouver sur des surfaces rocheuses, un clip donc qui est assez hypnotique. Et en dernier, je souhaitais conclure par Rodéo de Alexandre Delano, puisque pendant la séance, en tout cas en clôture de la séance, on a eu le droit à une performance live du morceau La Nuit des Couleuvres de l'album d'Alexandre Delano. C'était une belle manière de conclure cette séance. Ah, décidément, on garde plein de bonnes choses de Clermont. Moi, j'aimerais, avant qu'on termine cette émission, que vous me disiez un peu en un mot ce que vous avez vécu cette semaine, ce que vous retenez. Peut-être toi, Jolène, comment tu l'as vécu cette semaine à Clermont? Ouais, bah c'était assez intense parce qu'on n'a pas arrêté, je dirais. Mais je pense que c'était aussi toujours aussi passionnant en fait, comme l'année dernière. Voilà. Donc tu reviens en 2026. Sûrement. Toi, Bastien, qu'est-ce que tu retiens? Eh ben moi, je dirais beaucoup de nouvelles expériences. C'était vraiment un bon moment de tester un peu plusieurs formats. Et donc, voilà, on apprécie. Le mot du rédacteur en chef, Julien, comment tu l'as vécu, toi? Oui, moi, je vais faire mon petit édito, mais moi, je dirais ouverture parce que c'est l'identité du festival. On ne cesse de le dire chaque année. Et cette année particulièrement, avec encore une fois des grandes rétrospectives sur le cinéma libanais, sur le cinéma africain, l'ouverture au clip, au cinéma d'animation, on en a parlé, à énormément de choses qui montrent que ce festival, il est vraiment essentiel. Moi, je voudrais aussi mentionner Maxime, Clara et Laura qui nous ont accompagnés cette semaine, qui ne sont plus là sur cette fin de semaine de festival, mais je voudrais juste, comme le veut la tradition, qu'on voit Romain et Abel sur le plateau, juste nous faire un coucou, puisque sans nos équipes techniques, on ne pourrait rien faire. Voilà, ce sont les équipes techniques de Phénomène Production. Abel, Romain, si vous voulez passer faire un coucou devant la caméra. Et puis on vous remercie vraiment pour tout le boulot incroyable que vous faites, pour la qualité des contenus que vous nous aidez à produire. Merci à vous de nous avoir aidé techniquement à produire cette émission et tous ces contenus cette semaine. Et puis c'est mon moment préféré. Peut-être celui que redoutent le plus les téléspectateurs et le rédacteur en chef que tu es, Julien, c'est le moment court-circuit.
Chers amis, chers collègues, chers rescapés de l'industrie audiovisuelle en crise, nous voilà à la fin de cette édition particulière d'Instant Court. Une édition pensée sous le signe de la sobriété, de la rigueur budgétaire et du renoncement, pour la bonne cause. L'heure est à l'austérité, messieurs, dames. Voilà pourquoi cette année le format est particulier, avec seulement une petite émission à économie de moyens, tournée dans des conditions sociales extrêmement problématiques, avec des chroniqueurs incompétents, des techniciens sans papier et des invités de seconde zone. Alors oui, la qualité n'est pas au rendez-vous, et nous en sommes sincèrement désolés. Mais Instant Court ne pouvait pas conserver un tel train de vie, à payer grassement des chroniqueurs, à mobiliser plusieurs dizaines de techniciens superflus, intermittents du spectacle, cela va sans dire, tous représentant une charge pour l'entreprise, nous empêchant de libérer pleinement les énergies et d'être compétitifs sur le marché du divertissement. Notre actionnaire vivait en serrant sa ceinture Louis Vuitton et ne pouvait plus nourrir ses 2 enfants de 37 et 45 ans au caviar. Son chien Jean-Hector a été privé de croquettes gourmets pendant près d'une demi-journée. Il a dû se résoudre à ne pas développer sa collection de yachts cette année et à ne pas faire nettoyer les vitres de son 6e appartement parisien la semaine dernière, situé sur les Champs-Élysées, un déchirement qu'il nous a décrit comme un 11 septembre personnel. Alors c'est pourquoi des licenciements et une délocalisation de l'émission au Bangladesh semblaient indispensables en l'absence d'une baisse de taxes de la société de notre actionnaire. Nous voilà donc sur ce plateau, sobre, un peu tristouné, qui nous regarde nous agiter sans rien dire. Mais tous ces sacrifices, sachez-le et j'insiste là-dessus, vont porter leurs fruits. Notre actionnaire nous a annoncé ce matin un plan de sauvegarde de l'emploi dans lequel il promet de maintenir l'activité l'année prochaine, si la conjoncture économique le permet évidemment, et de sauvegarder un emploi sur 4, notamment celui de l'animateur d'Instant Court, pourtant courtisé par M6. L'entreprise propose de faciliter les départs volontaires et de prévoir une indemnisation pour les partants, comme des goodies ou encore des chèques vacances d'une valeur faciale de 11,80 €. Quant à nous, nous nous réjouissons de ce bel effort collectif. Car, comme le dit notre DRH, il faut savoir se réinventer. Car après tout, qui a besoin d'un CDI quand on peut repartir avec une invitation à une soirée networking sponsorisée par Pôle emploi et un tote bag floqué l'audiovisuel, un métier d'avenir. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons. Alors pas tous, peut-être pas ici, d'ailleurs peut-être pas sous ce nom, peut-être un peu plus maigre ou un peu palo, mais nous reviendrons. Mais soyons honnêtes, nous avons toujours vécu au-dessus de nos moyens. Trop d'art, trop d'idées, trop de passion. Il fallait bien que cela cesse. Aujourd'hui, nous revenons à la raison. À une production raisonnée et responsable où chaque chroniqueur et chaque chronique est méticuleusement calculée en fonction de son rendement net. D'ailleurs, afin d'optimiser encore davantage nos coûts, l'émission sera désormais partiellement rédigée par une intelligence artificielle sous-traitée à une start-up basée au Liechtenstein, dont le seul employé est un chatbot légèrement fasciste mais très performant en gestion budgétaire, un certain Elon Musk. Nous avons également revu nos ambitions à la baisse. La culture n'a pas vocation à être un gouffre financier. Et c'est pourquoi nous avons noué un partenariat stratégique avec des entreprises du CAC 40 soucieuses de la création et de son avenir. Dès l'année prochaine, chaque critique de court-métrage sera accompagnée d'une analyse de marché et d'une suggestion d'optimisation des coûts de production. Il sera principalement question de compétitivité, vous vous en doutez. Quant aux chroniqueurs restants, nous leur avons proposé un plan de reconversion professionnelle. Certains ont accepté d'ailleurs avec un enthousiasme un poste d'ambassadeur pour des plateformes de livraison de repas à domicile, tandis que d'autres se forment actuellement au métier de géobiologue, un secteur dynamique en plein essor. Mais ne soyez pas tristes. Non, nous ne disparaissons pas. Nous nous adaptons. Nous survivons comme des cafards sous les décombres du paysage audiovisuel, prêts à renaître dans une version encore plus rentable et encore moins contraignante. Et ça, c'est beau. Alors d'ailleurs, nous avons déjà quelques pistes pour Instant Court 2026. On a réfléchi, on a travaillé. Une émission en live shopping où chaque film projeté sera immédiatement disponible en NFT, une version immersive sur le métavers financé par un obscur fonds de pension, ou peut-être tout simplement une newsletter payante envoyée exclusivement à nos abonnés premium, car après tout, l'accès à la culture n'a jamais été un droit fondamental, c'est écrit nulle part. Et pour ceux qui s'inquiéteraient du sort de l'équipe, rassurez-vous, chacun a retrouvé une place dans l'écosystème du travail moderne. L'un de nos réalisateurs fait désormais des vidéos pour une chaîne YouTube spécialisée dans le dropshipping des gadgets solaires. Une chroniqueuse a brillamment réussi sa reconversion et décroché un CDI dans le service client d'une start-up qui vend des abonnements pour apprendre à respirer correctement. Et quant à notre programmateur, il a préféré prendre les devants et disparaître sans laisser d'adresse.
Nous espérons qu'il va bien. Mais la plus belle reconversion reste sans doute celle de notre producteur exécutif qui a été aperçu il y a quelques jours sur un yacht, un verre de champagne à la main. Comme quoi, tout est une question de choix et d'optimisation des coûts. Alors oui, cette édition s'achève. Peut-être que l'émission reviendra sous une autre forme. Peut-être que nous nous retrouverons dans quelques années, fatigués, mais toujours accrochés à l'idée qu'un film, une image, un regard peuvent encore avoir un sens. Ou peut-être que nous nous recroiserons sur un plateau de télé-réalité, dans un conseil d'administration ou en train de distribuer des tracts devant un théâtre désaffecté. Sur ce, il est temps de refermer cette édition. Alors merci à ceux et à celles qui nous ont suivis, merci à ceux et à celles qui nous ont soutenus, et surtout, merci à ceux et à celles qui n'ont rien fait et qui continueront à ne rien faire. Nous, on éteint les lumières et on vous dit à l'année prochaine, ou pas. Mais en attendant, n'oubliez pas, allez voir des films, pendant qu'il est encore temps. Ciao.